On peut pas prendre du collagène et manger des fast-food tous les jours et espérer avoir une belle peau. La peau, c'est un peu comme la maison. Les crèmes, ça va être la peinture. Il y a quelque chose que je vois quand même assez souvent, ça va être les jus détox. Vraiment, les cures et les régimes, je prône pas ça du tout. Et quand je construis le plan avec mes clientes, c'est toujours est-ce que ce plan, vous pouvez le tenir toute votre vie? On voit partout qu'il faut boire du collagène, prendre des compléments alimentaires ou manger beauté. Mais est-ce que ça peut vraiment remplacer une bonne skincare ou est-ce que c'est juste une tendance? Cette question, elle est hyper intéressante et je pense qu'on est beaucoup à se la poser à force de voir cette tendance mange ta skincare partout sur les réseaux sociaux et on aimerait bien en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de ce qu'on applique sur notre peau, mais bien aussi de ce qu'on met dans notre assiette. Collagène en poudre, gummies, jus glow, compléments alimentaires, aliments miracles comme les sardines par exemple ou les carottes. La beauté se consomme autant qu'elle s'applique. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment manger sa skincare ? Bienvenue dans B comme Beauté, le podcast Blissim qui explore la beauté dans toutes ses dimensions, y compris les plus intimes. Ici, on parle sans filtre, mais toujours avec bienveillance. Parce que la peau, la nutrition et l'hydratation, ça fait aussi partie de la beauté. Aujourd'hui, on reçoit Justine Martin, naturopathe et créatrice de contenu passionnée bien-être, qui décrypte avec beaucoup de pédagogie le lien entre alimentation et peau. Bonjour Justine. Bonjour, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Justine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer ton parcours et comment tu en es venue à t'intéresser au lien entre la nutrition et la skincare ? Ok, bien sûr. Donc, moi, c'est Justine. Donc, je suis naturopathe depuis un petit peu plus de 2 ans. Et en fait, j'aide les hommes et les femmes, surtout les femmes honnêtement, à retrouver de la vitalité, une bonne hygiène de vie et du bien-être dans leur vie en général. Comment t'en es venue à faire ça ? Alors en fait, j'ai un background en marketing. Ok. Donc j'ai un master en marketing. J'ai travaillé pendant 3 ans dans le marketing pharmaceutique. Ok, donc déjà un déjà peu dans le bien-être, dans le milieu du bien-être. Mais vraiment plus avec les produits qu'on met sur la peau plutôt que ce qu'on met à l'intérieur. Et en fait, depuis petite, j'ai des problèmes d'estomac, donc des remontées acides. Et en fait, les médecins me disaient, soit tu prends des médicaments qui vont te rendre malade plus tard, soit tu es malade maintenant, très rapidement, tu peux avoir un cancer de l'œsophage. Ah, sympa. À cause du coup à cause des remontées acides. Et la seule solution qu'ils te donnaient, c'était des médicaments. Soit les médicaments, ça s'appelle des IPP, bon, c'est pour l'estomac. Okay. Donc pas de solution, donc j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même. J'en ai trouvé, j'ai découvert beaucoup de choses, les plantes, etc., qui m'aidaient même encore mieux que les médicaments que j'avais avant. Donc ça, c'était il y a 2 ans ou tu as commencé déjà avant à te... Ça, c'est depuis toujours. Ok. Et donc là, j'ai choisi de partager ça à tout le monde. En fait, je me suis dit, mais pourquoi on ne me l'a pas appris avant ? Pourquoi on ne l'apprend pas à l'école ? Et t'avais d'autres personnes aussi dans ton entourage qui pouvaient avoir ces problèmes et à qui tu as pu en parler et échanger sur les conseils que tu avais pu voir sur Internet, par exemple ? Oui, alors pas les problèmes d'estomac directement, mais du coup, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, je remarquais dans mon entourage, par exemple, ma sœur, ah oui, toi, tu as de l'inflammation, parce que tu fais ça. Je le voyais un peu chez les autres sans vraiment leur dire. Et je me suis dit que c'était important de le partager à tout le monde, en fait, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école et c'est vraiment... essentiel. Et du coup, tu as commencé à te former un petit peu, donc tu as décidé de quitter le domaine du marketing et de te former du coup dans... Alors, je me suis formée par moi-même pendant longtemps. Ok. Et après, je me suis dit, c'est bon, je me lance, mais il me faut une formation. Donc là, j'ai fait une formation pendant 2 ans. Et au début, j'avais toujours mon travail en marketing, mais j'avais des consultations un peu en bouche à oreille. Donc, tu avais déjà commencé à avoir justement des consultations, etc., à en parler autour de toi Oui, vraiment plus des proches, des amis de proches, etc. Et ensuite, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, ça a vraiment plus décollé. Et là, j'ai vu que ça intéressait tout le monde. Là, tu t'es rendu compte qu'il y avait une vraie problématique derrière, une vraie demande. Et surtout que les femmes, surtout, étaient un peu perdues. Ah, on m'a dit de faire ça, mais là, on me dit ça, etc. Et qu'il y avait besoin de partager mes connaissances, on va dire. Et du coup, si tu devais résumer un peu la naturopathie en 2 mots, ou un peu plus, tu dirais quoi ? Alors en fait, vraiment, on va se baser sur plusieurs choses. Donc, sur l'alimentation, l'hydratation, la gestion du stress et la gestion du sommeil principalement. Et en fait, tout ce qui est lié à l'environnement, ça peut même aller jusqu'à aider à gérer un peu les relations sociales. Parfois, ça peut presque être psychologique parce que ça peut jouer sur le stress, sur le mental.
même sur la peau après. Ok. Nous, aujourd'hui, on avait envie de te poser pas mal de questions. Comme tu le sais, Blissim est dans le secteur de la beauté plutôt. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus dans le milieu de la beauté. On a de plus en plus l'impression que la beauté doit passer d'abord par l'intérieur. Donc, on parle évidemment toujours de skincare, de soins à appliquer, mais ça doit passer aussi par l'intérieur. Est-ce que tu penses que c'est une tendance ? Et si oui, d'où vient cette tendance ? Alors, je pense que c'est une tendance, mais qu'en même temps, c'est réel. L'alimentation influence vraiment la peau. Et je pense que les jeunes, surtout, font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent et ont moins envie de mettre beaucoup de crème aussi, potentiellement, sur leur peau. Donc, on cherche d'autres solutions. Je pense que la tendance est arrivée comme ça. Mais à mon avis, elle va durer dans le temps parce que les gens vont se rendre compte, ce que je mange, ça influence vraiment ma peau. Finalement, la beauté peut-être comme un petit plus qui doit venir compléter finalement une base d'une bonne alimentation et d'un rapport sain avec son corps. Aussi, c'est vrai qu'on se rend compte que malheureusement ou heureusement, mais on ne peut pas juste utiliser une crème ou un complément alimentaire magique pour la peau ou même pour se sentir bien. C'est vraiment holistique et on doit tant utiliser l'alimentation que les plantes, l'hydratation, etc. Ça, c'était une de nos questions justement, de savoir si le fait d'avoir une bonne skincare, on voit effectivement souvent des routines skincare hyper complètes, etc. Mais il y a eu aussi l'arrivée des compléments alimentaires, du collagène, etc. Et c'est vrai que parfois, on nous vend aussi un peu cette peau parfaite avec les compléments alimentaires, le fait de boire 1,5 litre d'eau par jour, etc. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour avoir une belle peau, tu vois, skincare et prendre des compléments alimentaires, par exemple? Ou comme tu disais, il faut vraiment avoir une alimentation vraiment complète et riche de plein de différents nutriments pour que ça ait un réel rendu sur la peau et sur le glow, finalement. Oui. Alors, je pense qu'il faut vraiment être cohérent. Par exemple, on ne peut pas prendre du collagène et manger des fast-food tous les jours ou plusieurs fois par semaine et espérer avoir une belle peau. Tout est vraiment complémentaire. Tant les compléments alimentaires que l'eau avec l'hydratation, que les plantes également, que l'alimentation et que les crèmes. Je dis souvent que en fait, la peau, c'est un peu comme la maison. Les crèmes, ça va être la peinture. Mais si on n'a pas de bonne fondation, ça va être moche. Ça va pas être joli. Donc, les crèmes, elles sont utiles, par contre, parce qu'avec l'alimentation, on ne peut pas avoir cet effet forcément glow que pourrait avoir une crème à la vitamine C, pas autant sur le moment et aussi rapidement. Donc, elles sont aussi importantes. Donc, c'est complémentaire. Pour moi, tout va ensemble. Donc, on ne nous promet pas trop de choses. C'est vraiment un travail sur soi à faire, de réussir à tout regrouper et d'avoir un peu cette maison, la construction de cette maison. Comme et je pense que l'idée, en tout cas, c'est qu'on essaye de faire en naturopathie, c'est vraiment de tester, en fait. Parce que chaque personne ne va pas réagir de la même façon. Comme pour les crèmes, l'alimentation, c'est pareil. Par exemple, une crème va marcher sur une certaine personne, mais pas sur une autre. Avec l'alimentation, c'est pareil. Donc, essayer de construire un peu ce que j'appelle en consultation sa boîte à outils, avec ma crème, mes aliments préférés qui me font une belle peau, pour réussir à avoir un résultat satisfaisant. Et du coup, je suppose qu'il faut faire un état des lieux, en fait, et constater, est-ce que j'ai une inflammation quelque part? Est-ce que j'ai un souci au niveau... je ne sais pas, d'ailleurs, c'est à tous les niveaux. Ça peut être gastrique, digestif. En fait, faire un état des lieux de ça, pour après pouvoir construire un plan de naturopathie et être sûr de ce qu'on peut faire. Alors, en fait, souvent, les personnes qui viennent en consultation... Elles se sentent fatiguées, elles ont des douleurs aux articulations, donc c'est des problèmes inflammatoires. Après, ça peut être bien de faire un bilan sanguin. Donc souvent, le naturopathe, on travaille en collaboration avec le médecin qui va prescrire un bilan sanguin aux patients. Et ensuite, suite à ça, on va faire des tests. Par exemple, si la personne a des problèmes inflammatoires, on va faire des tests d'éviction, par exemple, l'éviction des produits laitiers, l'éviction du gluten. Et à chaque fois, la personne, elle doit garder un petit carnet et elle va noter pendant 2 semaines, je ne consommais pas de gluten, je me suis sentie mieux ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire directement si la personne va tolérer ou pas certaines choses. Donc, c'est important qu'elle teste par elle-même les recommandations. Et suite à ça, on construira un protocole, que ce soit sans gluten, sans produits laitiers, avec, sans œufs, avec des œufs, peu importe. C'est vraiment du sur-mesure. Et du coup, parfois, on peut arriver à corriger certains problèmes de peau. Alors, déjà, d'autres problèmes
plus à l'intérieur, mais on peut aussi corriger par exemple des problèmes de peau juste par l'alimentation grâce à certaines évictions? Oui, totalement. Même la plupart du temps, ça, ça fonctionne. Souvent, on a étudié que les personnes qui avaient de l'acné, par exemple, de l'acné sur du long terme, 9 fois sur 10, au final, le problème, il venait du microbiote, alors qu'elles essayaient de mettre 10 crèmes différentes, elles avaient acheté des crèmes à 100 euros, des choses comme ça ne fonctionnait pas. Mais au final, ça venait du microbiote, parce qu'en fait, le microbiote, s'il est déséquilibré, par exemple, si on ne mange pas assez de fibres ou trop de sucre, il va créer de l'inflammation. Et en fait, les toxines qui sont censées rester dans l'intestin, elles vont passer dans le sang. Et donc, elles peuvent remonter jusqu'à la peau et l'inflammer suite à ça. Puisque l'acné, en fait, c'est une maladie inflammatoire à la base. Ok. Mais tu vois, moi, par exemple, mon médecin m'a prescrit, entre guillemets, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire pour des problèmes hormonaux. Mais donc, ça veut dire que cette alimentation anti-inflammatoire qui, de base, est censée régler un problème plus hormonal, peut avoir un impact sur l'aspect de ma peau et sur, par exemple, si j'ai des boutons ou des choses comme ça peut régler ces deux problèmes-là, donc. Oui, en effet, en fait, tout est lié, que ce soit, par exemple, la partie hormonale, la partie immunitaire et la partie inflammatoire. Elles sont toutes liées, elles sont liées par le microbiote, d'ailleurs. Vraiment, d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, ça peut aider les problèmes hormonaux, les problèmes immunitaires, par exemple, une personne qui est tout le temps malade, et les problèmes inflammatoires, comme les problèmes de peau. Et dans ce cas-là, on va vraiment préconiser, par exemple, de manger beaucoup d'oméga 3, donc des sardines, des maquereaux, du saumon, pas trop en ce moment parce qu'il est un petit peu pollué, même pas mal pollué. Et également de manger beaucoup de fibres. En fait, on ne se rend pas compte, on parle beaucoup de manger des protéines, mais dans le microbiote, on a plus de 38 milliards de bactéries et on devrait manger 30 grammes de fibres par jour, alors qu'en France, on en mange seulement 15 grammes. Donc c'est vraiment... C'est vraiment important de manger plus de fibres. Donc on les retrouve dans les légumineuses, dans les fruits, dans les légumes également. Et tout ça, ça fait partie de l'alimentation anti-inflammatoire. Et à terme, ça va rééquilibrer le microbiote, rééquilibrer l'inflammation et les problèmes de peau à long terme. Oui, puis parfois, tu dois supprimer beaucoup d'ingrédients que tu as l'habitude de manger. Enfin, moi, je me rappelle la liste qu'il m'avait partagée de tous les aliments qui étaient inflammatoires et non. Et donc, ce que je devais manger et plus manger. Je me suis dit, bon, il y a quand même pas mal de trucs que je dois arrêter. J'avais déjà arrêté de manger des pâtes, etc. parce que je savais que je le digérais pas correctement. Mais en fait, c'est vrai que quand tu vois, t'as un peu l'impression parfois que c'est de la privation. Donc je pense, je sais pas comment tu conseilles aussi les personnes que tu accompagnes, mais il y a aussi ce côté, ne pas abuser des aliments qui peuvent être inflammatoires, mais ne pas se priver pour ne pas arriver dans un cercle vicieux aussi. Ce que je dis toujours à mes clientes, c'est d'essayer de respecter la règle du 80-20. Donc 80% d'alimentation anti-inflammatoire et 20% de plaisir de viennoiserie après le pilate, par exemple, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que même en se privant, au final, le corps il va être stressé. Et le stress, c'est pire que tout pour l'alimentation. Il vaut mieux manger McDo tous les jours que être stressé. C'est le pire facteur d'inflammation. Mais par contre, pour la liste des aliments, en fait, pendant le test d'éviction, là, il faut vraiment ne manger aucun aliment. Par exemple, on va essayer d'éviter les produits laitiers. On va essayer pendant 2 semaines de n'en manger aucun pour voir comment le corps réagit. Et après, on pourra en réintégrer petit à petit. Et également, on a la chance d'avoir beaucoup d'alternatives en magasin bio, par exemple, des pâtes de sarrasin ou de petits épeautres qui peuvent être moins inflammatoires que le blé, par exemple. Et ce que je dis à mes clients, c'est et je le fais pour moi-même, je ne vais pas manger quelque chose que j'aime pas, en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, par exemple, si mon plat préféré, je ne sais pas, c'était les pâtes carbonara, je vais prendre des pâtes de petits épeautres. Je vais peut-être remplacer la crème par autre chose. À la place, je vais mettre des œufs, des choses comme ça. Contourner un petit peu pour ne pas se priver, avoir quand même la sensation de se faire du bien aussi grâce à l'alimentation. Pour ne pas créer une frustration. L'idée, c'est vraiment de refaire ses plats préférés, on va dire, de manière plus saine. Et du coup, on a un petit peu parlé des aliments qu'il faudrait peut-être éviter. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu peux nous partager des aliments qu'on sous-estime peut-être et qu'on peut complètement intégrer pour avoir une approche plus saine peut-être aussi à l'alimentation? Alors, je pense surtout aux baies. Par exemple, les myrtilles, en fait, elles contiennent vraiment beaucoup de polyphénol. Et ça, dans l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment le top du top. En fait, ça va combattre les radicaux libres. C'est comme un petit bouclier pour la peau.
Et on le sait tous, vieillir, c'est inévitable. On peut manger aussi bien qu'on le souhaite, mettre autant de crème qu'on veut sans chirurgie ou médecine esthétique et on ne pourra pas ne pas avoir de rides. Et donc vraiment, je pense les baies, mais également tous les antioxydants pour combattre les radicaux libres. Je trouve que c'est assez sous-estimé. Okay. Et donc ça permet de combattre un peu les premiers signes de l'âge. Exactement, oui. Et je pense toujours aussi aux fibres. Parce que par exemple, on a dit qu'il fallait éviter le sucre. Mais en fait, si je combine du sucre avec des fibres, en fait, ça va lisser la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et ça va nous permettre de continuer à manger des sucres sans après être fatigué ou avoir la peau complètement... Tu peux manger ta babka du lundi Je peux manger ma babka du lundi juste après. Ou en fait, le mieux, c'est de le combiner. Par exemple, manger la babka, je le fais parfois avec un peu de skyr ou de yaourt grec. Et en fait, les protéines et le gras du yaourt grec, ils vont limiter l'arrivée du sucre dans le sang de la babka. Hyper intéressant. Ouais. Mais du coup, toi, tu es une fervente partisane du vaut mieux avoir une habitude alimentaire, ce que tu disais avec le 80-20, globalement bonne et équilibrée, plutôt que faire des cures à 100% à chaque fois et en fait après reprendre ses mauvaises habitudes finalement. Oui, vraiment les cures et les régimes, je prône pas ça du tout. Et quand je construis le plan avec mes clientes, c'est toujours est-ce que ce plan, vous pouvez le tenir toute votre vie ? Par exemple, manger, je sais pas, que des pommes, personne peut, pas moi en tout cas, personne peut le tenir toute sa vie. Donc oui, vraiment quelque chose de plus équilibré, de moins restrictif, mais sur la durée. Ok. Et parce que justement, Anaïs, tu parlais de cure et on parlait au début des compléments alimentaires, etc. Oui. Est-ce que, donc forcément, comme tu disais, il doit y avoir une complémentarité entre skincare, compléments alimentaires si on en prend, et nutrition. Mais c'est vrai qu'au tout début, où on a vu aussi beaucoup de collabs avec des influenceurs sur des marques de compléments alimentaires, etc., il y avait cette notion d'accompagnement où il fallait, tu vois, par exemple, demander un avis à un médecin pour prendre tel type de complément alimentaire, etc. Toi, qu'est-ce que tu recommandes aussi aux personnes que tu accompagnes ? Est-ce que pour toi, tu leur recommandes de prendre des compléments alimentaires s'il y a des carences ou juste pour leur peau et pour les bienfaits que ça a ? Et s'il y a besoin d'avoir aussi un avis médical et un accompagnement sur cette prise de compléments alimentaires ? Oui, alors le mieux, c'est quand mes clientes, elles arrivent avec un bilan sanguin. Ok. Parce que comme ça, on peut voir toutes les carences directement et directement leur prescrire les compléments alimentaires. Ouais. Pas forcément leur prescrire, parce qu'en naturopathie, on ne fait pas de prescription, mais leur recommander plutôt, les compléments nécessaires. Mais par contre, pour quasiment tout le monde, on va préconiser du magnésium et de la vitamine D, puisqu'on est presque tous en carence en France et en Europe en général. Et après, selon les problèmes de peau, on va recommander différents compléments. Par exemple, pour l'acné, ce sera du zinc. Si on commence à avoir une peau plus mature, un peu ridée, du collagène, toujours à associer avec de la vitamine C. Et pour une peau peut-être qui peut avoir de l'eczéma ou de la rosacée, des oméga 3. Okay. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un bilan sanguin sous la main pour ne pas recommander n'importe quoi. Okay. Tu fais bien d'en parler du collagène parce que nous, dans le secteur de la beauté, c'est un sujet qui revient très souvent. C'est quelque chose dont on parle beaucoup et c'est des produits aussi qu'on voit de plus en plus dans le marché de la beauté. Peut-être qu'on peut globalement commencer par réexpliquer ce que c'est exactement le collagène, sous quelle forme il se vend sur le marché. Puis après, on pourra voir effectivement les bienfaits. Est-ce que c'est juste une idée reçue ou pas ? Donc en fait, le collagène, on l'a déjà dans le corps, mais plus on vieillit, moins on en produit. C'est pour ça qu'on a de moins en moins une peau de bébé un peu rebondie et ferme. Et en fait, sur le marché, il peut être vendu en crème, mais il y a aussi du collagène qui est vendu en poudre. Et ici, il y a des études scientifiques qui prouvent que ça fonctionne, mais par contre, il faut toujours l'associer avec de la vitamine C, et si possible, avec du zinc et avec du cuivre. Parce qu'en fait, le zinc, le cuivre et la vitamine C, ils vont aider, c'est grossier comment je l'explique, mais ils vont aider le collagène à se former dans le corps, comme il est présent naturellement, en fait. Le collagène qu'on prend en poudre, c'est pas le même qu'on a dans le corps, mais la vitamine C, le zinc et le cuivre, ça va aider le collagène en poudre à se former. Je ne sais pas si je suis claire. Non, très, très clair. Et je pense que effectivement, parfois, quand tu peux avoir que ça soit des compléments alimentaires avec du collagène ou la poudre de collagène, tu n'as effectivement pas forcément ces actifs-là à l'intérieur. Oui. Donc, c'est hyper intéressant de savoir que tu dois compléter
avec ça. Et c'est vrai que je pense que, moi, typiquement, j'étais pas du tout au courant de ça. Et j'ai déjà pris du collagène en poudre. Et donc, ça veut dire que ça fonctionnait pas finalement autant que... Pas optimiser les Voilà, bienfaits. exactement. C'est pas optimisé. Oui, par exemple, ce que je recommande, c'est si on prend du collagène le matin, peut-être en poudre comme ça, c'est de consommer un kiwi à côté pour avoir de la vitamine C. Ok, très intéressant. Et juste, c'est pour une amie, c'est à partir de quel âge exactement qu'on peut commencer à prendre du collagène? Alors souvent on dit que les réserves, on va dire, de collagène, elles diminuent à partir de 25 ou 30 ans. Ok. Mais entre 25 et 30 ans, je recommande pas d'en prendre tous les jours. Ça, on peut le faire en cure, par exemple, en cure de 3 mois, arrêter et recommencer. C'est pas nécessaire d'en prendre toute l'année. Par contre, plus on vieillit, on peut en prendre sur une plus longue durée parce que ça va aussi aider aux articulations et pas seulement à la peau. Il y a une période de l'année où pas du tout. Enfin, j'imagine peut-être l'été. Pour le collagène, pas forcément. Après, je recommande à mes patientes souvent de faire des cures dans l'année. Et par exemple, on sait qu'au printemps, c'est mieux de faire une cure un peu de détox pour le foie. Donc, elles vont essayer de caler la cure de collagène quand elles peuvent. Et aujourd'hui, parmi tous les différents produits collagène qu'on peut retrouver, lesquels toi tu recommanderais et lesquels, selon toi, sont un peu vraiment des produits dérivés peut-être du marketing plutôt Je recommanderais des poudres de collagène, plutôt le collagène Verisol, parce que c'est avec ce collagène que les études elles ont été faites, mais il est plus cher. Et certaines marques font du collagène avec d'autres collagènes qui peut marcher, mais aucune étude n'a prouvé qu'il fonctionne. Donc vraiment du collagène Verisol. Parce qu'il y a une différence entre le collagène marin et les autres. Je sais que c'est le collagène que je connais, en tout cas qu'on a en poudre, etc., et qui n'a pas forcément très bon goût. Oui. Mais est-ce qu'il en existe d'autres et qui sont aussi efficaces pour la peau? Honnêtement, pas vraiment. Il y a des marques qui ont essayé de faire du collagène végétal. Oui. Ça marche pas très bien. Mais j'ai entendu parler récemment, je sais pas si je peux citer des marques. Oui. Ok. En fait, récemment, la marque Sunday Natural, ils ont sorti un collagène, je crois, à base d'œufs. Je crois que c'est ça. Et apparemment, c'est efficace. Mais sinon, collagène marin, en tout cas, c'est ce que je consomme. Le collagène, on a vu que effectivement pour combattre peut-être les premiers signes de l'âge, quand on a envie de préserver sa peau et de garder un peu une peau rebondie et ferme, on peut consommer du collagène. Pour les autres soucis, mais c'est pas vraiment des soucis en réalité, mais pour d'autres problématiques de peau qu'on aurait envie de pallier, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent directement impacter négativement la peau et qu'il faut... Donc, on parlait d'éviction aussi tout à l'heure, mais vraiment des aliments où on se dit « ça, faut vraiment pas consommer, c'est pas pertinent. » Oui, je pense autre que un peu les pâtisseries ou les gâteaux hyper industriels, où là, je pense beaucoup à savoir que ça impacte la peau. Mais je pense effectivement les aliments bruts, ou pas d'ailleurs, mais qui peuvent avoir un impact sur la peau. Alors, moi, je sais qu'on n'a dit pas les pâtisseries industrielles, mais le premier que j'ai quand même envie de dire, c'est quand même le sucre. Parce qu'honnêtement, c'est ce qui va impacter la peau le plus négativement. Et puis, on pense aux pâtisseries, mais en fait, c'est présent partout. Mais le sucre raffiné ou même le sucre genre dans les fruits? Alors, le sucre dans les fruits, c'est différent. Parce qu'en fait, dans les fruits, on a également des fibres. On n'a pas que des sucres. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les fibres, elles vont ralentir l'absorption du sucre. Mais le sucre, on peut en avoir partout. Même dans la viande hachée en supermarché, on peut avoir du sucre et on s'en rend pas compte. Et pour l'acné, ça va vraiment aggraver l'inflammation. Parce que produit industriel, ou tu vois, typiquement, si tu vas chercher un steak haché dans une charcuterie, est-ce qu'il y aura aussi du sucre? Ou est-ce que c'est parce que c'est des produits qui sont dans les supermarchés et qui sont un peu déjà transformés, plus ou moins transformés, Alors non, ça va vraiment être le sucre en général. En fait, le sucre, ça va faire augmenter le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Et en fait, quand la glycémie est élevée, le corps il va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle va demander au foie de créer plus, on va dire, c'est très grossier comment j'explique, mais de créer de l'IGF-1, qui est une hormone. Et cette hormone, elle va demander aux glandes sébacées de tout faire plus rapidement. C'est comme si on recevait, toute l'équipe reçoit un mail et qu'on lui dit va me chercher de l'eau, par exemple. Donc la personne, elle va recevoir de l'eau, mais beaucoup trop plus que ce qu'elle lui en a demandé. Et donc la peau, elle va créer beaucoup de sébum, ça va boucher les pores et créer des comédons. Et pour les rides, ça va être également néfaste. En fait, on ne sait pas forcément, mais le sucre, il va aller justement sur les protéines de collagène, donc on en parlait tout à l'heure, et il va comme les rigidifier. Et en fait, une fois qu'elles sont rigides, c'est comme si elles étaient un peu mortes, elles sont plus là.
et donc la peau va perdre en fermeté. Et Et ça, ça- c'est irrémédiable. Parce que par exemple, tu parlais tout à l'heure des fruits, mais dans certains fruits, et aussi dans plein d'aliments, l'indice glycémique, est-ce que ça Oui. aussi, ça a un rapport, tu vois, typiquement, alors peut-être que je dis une bêtise, mais j'avais cru voir que les pommes avaient un indice glycémique élevé. Alors ça dépend des fruits. Par Ok. exemple, la mangue, elle va avoir un indice glycémique plus élevé que les baies, par exemple. Ok. Elle contient plus de sucre. Mais les fruits, je pense qu'il faut toujours quand même en consommer, mais par exemple, pas 10 pommes par Oui, par pas jour, à outrance, quoi. pas à outrance, oui. Ok. Et du coup, à part les fruits, est-ce qu'il y a d'autres aliments... Enfin, du coup, non, pas à part les fruits. À part le sucre. À part le sucre. Du coup, à part le sucre, est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'il faut... Alors justement, éviter. les produits laitiers. Ok. Après, ça dépend des personnes. Donc il y a des personnes qui vont bien digérer et d'autres personnes qui peuvent être un peu intolérantes au lactose. En Mhm. fait, le lactose, on ne sait pas toujours, mais c'est un sucre qui finit par ose, c'est comme glucose. Fructose aussi. Au fructose, exactement, c'est ça, c'est un sucre. Ça va faire le même effet que le sucre qu'on vient d'expliquer. Et dans le lait, on a aussi une protéine qui est la caséine. Ok. Donc cette caséine, elle va être hyper inflammatoire pour la peau, parce qu'en fait, le but du lait, à la base, c'est vraiment de faire passer un petit veau de 40 kg à 300 kg. Ok. Donc c'est comme un super liquide de croissance. Donc encore une fois, cette caséine, elle va demander aux glandes sébacées, allez plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et ça va faire de l'inflammation dans le corps. Donc, c'est Ok. pas adapté, en fait, à notre alimentation d'humains. D'humains et d'adultes. ouais, d'adultes surtout. Oui, d'adultes surtout. Ouais. Parce que c'est vrai que même quand on est enfant, rares sont les fois où j'ai entendu des enfants dire je digère pas le lait. Oui. En fait, c'est en grandissant, j'ai l'impression que ça vient aussi après parce qu'on en parle plus. Mais tu vois, où en fait, c'est des choses qu'on ne supporte plus et qui nous Exactement. font mal au ventre. Enfin, Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et personnellement, je sais que le lait, ça va être mon plus gros facteur d'acné. Si je bois du lait, Ok. c'est fatal. Mais après, ça dépend du lait. Par exemple, dans le lait de brebis et de Mhm. chèvre, on a une caséine différente. C'est de la caséine A2 et elle est beaucoup moins inflammatoire. En même temps, une vache et un... Oui, c'est plus petit, oui. Non, mais c'est vrai, techniquement, si on peut réfléchir comme ça. Donc, on a le sucre, les produits laitiers. Oui. Est-ce Et qu'on en a après, un dernier? je pense qu'on pourrait avoir vraiment les charcuteries. Ok. En fait, dans les charcuteries, on va avoir beaucoup de nitrites, beaucoup de sel, pas mal d'additifs qui vont aussi déséquilibrer le microbiote, donc encore une fois provoquer de l'inflammation. Ou alors tout ce qui est vraiment friture, huile de friture, en fait, ça va être très riche en oméga 6. Et en fait, on a un ratio oméga 6, oméga 3 aujourd'hui en Occident qui est de 12 pour 1. Donc 12 oméga 6 pour 1 oméga 3, ok. alors qu'il devrait être de 2 pour 1. C'est Ok. pour ça qu'on essaye d'augmenter le ratio d'oméga 3, on essaye d'augmenter le ratio d'oméga 3, pardon, et de réduire celui d'oméga 6 pour le rééquilibrer. Oui, parce que c'est vrai que même dans les pubs à la télé, moi je me rappelle, je voyais tout le temps justement le fait de dire manger plus d'oméga 3, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on a été mal habitués et c'est pour ça qu'on nous dit D'en consommer plus. d'en consommer plus. Donc ouais. consommer plus parce qu'en fait, l'inflammation, elle est quand même nécessaire dans le corps. Par exemple, quand on a une maladie, il faut bien la combattre. Ouais. Mais de nos jours, avec l'alimentation industrielle, le stress, le rythme de vie aussi, on a de l'inflammation qui est continue. Et donc l'idée, ça va être vraiment de réduire cette partie oméga 6, même si elle est importante, pour rééquilibrer le ratio. Ok. C'est fou, je trouve, de se dire... C'est des questions qu'on se pose pas forcément, Ouais. nous, tous les jours au quotidien. De se dire que tous ces facteurs, donc l'alimentation, le stress, le rythme de vie, ça a un impact direct sur, au final, la perception qu'on a de nous, tous les jours, quand on se regarde dans le miroir. De se dire, Oui. ah, aujourd'hui, je me sens un petit peu comme ci, comme ça, je me sens pas au top de ma forme, je trouve que je suis cernée, que j'ai telle et telle chose qui ressort plus. Et qu'en fait, on va avoir comme premier réflexe peut-être de se dire, juste je vais essayer de le camoufler avec du maquillage, au lieu de se dire, attendez, je me pose 2 secondes et je vais faire un point sur mon alimentation, sur mon sommeil aussi, Oui, je exactement. suppose, sur mon rythme de vie, est-ce qu'il faut que je ralentisse un petit peu, est-ce que, voilà, je trouve ça fou. Ouais, mais même sur les boissons, je viens de me faire la réflexion. C'est vrai que si tu bois trop de sucre, si tu bois de l'alcool, si tu Oui. bois, tu vois, je sais que moi, en tout cas, je vois la différence sur ma peau. Si je vais prendre un soda, je vais sentir que je vais avoir le visage plus gonflé, mais tu vois, mais vraiment, et je vais pouvoir avoir des boutons le lendemain. Enfin, donc même le sucre dans les boissons ou des choses, typiquement l'alcool, c'est aussi mauvais pour la santé. Donc ça se ressent même sur la peau que c'est quelque chose de mauvais finalement. Oui, c'est vrai que parfois il y a des personnes un peu sceptiques qui me disent bah non, mon alimentation ça n'a pas d'impact.
mais on l'a tous vécu après une soirée un peu alcoolisée, une soirée pizza, raclette. Le lendemain, on a tous au moins un bouton. Ouais, c'est sûr. Même, tu vois, pendant les fêtes de fin d'année ou pendant les périodes un peu de fêtes en général, on sait qu'en général, après, à la rentrée, c'est pas que des bonnes résolutions, c'est de se dire aussi, bon là, je vais calmer un petit peu pour rééquilibrer un peu tout ça. Mais finalement, c'est peut-être aussi ça le secret, c'est d'avoir cet équilibre-là et de pas se priver non plus pendant les moments qui peuvent rassembler, pendant les fêtes de fin d'année, etc. Et de pas se dire, de pas être trop autoritaire, peut-être non plus, pas trop strict. Bien sûr. De savoir, d'être juste conscient aussi que ça peut avoir un impact sur ta peau. Et tu reprendras après ton 80-20. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. En fait, j'essaye, je le fais pas trop sur les réseaux sociaux parce que les gens veulent des solutions rapides. Mais à mes clientes, j'essaye de leur faire comprendre en fait comment ça marche, parce que c'est ce qui m'a aidée aussi, surtout pour les problèmes de peau ou de perte de poids. On veut une solution directe. Alors que si on comprend comment ça marche, on va avoir déjà une alimentation plus consciente. Parce qu'on va savoir ce que ça fait directement dans le corps et se dire, mais en fait, je veux pas de sucre dans mon sang, ça, j'en veux pas. Et du coup, tu parlais de tes clientes. Oui. Nous, on a une communauté aussi chez Vissime qui est très intéressée, qui est très curieuse aussi. Et c'est pour cette communauté, pour répondre à ces questions aussi, qu'on a lancé ce podcast. Et Clémence a été à la pêche aux questions. Aux questions, exactement, parce que c'est vrai que la tendance mange ta skincare qu'on voit partout sur les réseaux, ça questionne beaucoup. Et donc, effectivement, on a eu pas mal de questions de notre communauté. Je vais t'en lire quelques-unes. Donc, on parlait tout à l'heure des compléments alimentaires. Donc, on a parlé un peu justement de leur utilité pour la peau, etc. Mais il y avait aussi et surtout une question sur comment faire le tri entre ceux qui marchent et les autres, ceux qui ne fonctionnent pas. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement de cette différence entre des compléments alimentaires comme le collagène ou quelque chose d'un peu plus marketing. Est-ce qu'il y a aussi, en fonction des problèmes de peau, que ça soit l'acné, l'inflammation ou même d'autres problématiques de peau, des choses que tu conseilles, typiquement la différence entre les gummies, les gélules, enfin il y a plein de questions en une. Il y a beaucoup de choses sur le marché. Mais les personnes de la communauté sont quand même hyper curieuses d'en savoir plus sur les compléments alimentaires. Ok, alors déjà selon les problèmes de peau, on va recommander différents compléments alimentaires. Par exemple pour l'acné, ça va être plutôt du zinc, de la vitamine D et pourquoi pas des probiotiques. Pour des personnes avec une peau plus mature, on l'a vu, du collagène et de la vitamine C. Pour des problèmes plus eczéma, rosacée, des choses comme ça qui sont très inflammatoires, des oméga 3. Et en fait, par rapport aux gummies, gélules, etc., l'idée, ça va être de regarder le dosage. Ça, c'est très important. Donc, dans les gummies, honnêtement, moi, j'y crois rarement parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de... Ils sont très faiblement dosés. Ou alors, il faudrait en prendre en grande quantité. Et souvent, il y a du sucre aussi qui est ajouté. Donc, ce que je privilégie, c'est plus les gélules ou les poudres. C'est ce qui va être le plus dosé. Et ce que je recommande aussi, j'aime pas forcément les multivitamines, par exemple. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas doser autant qu'on l'aimerait les vitamines à l'intérieur du comprimé. Donc plutôt des compléments, mais en individuel. Par exemple, seulement du collagène, seulement de la vitamine D. Quitte à après prendre plusieurs compléments différents. Oui. Après, je recommande aussi de les faire en cure, par exemple. Je l'ai fait à une période, mais je ne recommande pas de prendre 8 compléments le matin. C'est pas terrible. Je recommande souvent pas plus de 3 en principe. Ok. Très clair. Concernant justement la tendance de mange ta skincare, c'est vrai qu'il y a un peu un mythe autour de tout ce qu'on voit, de plein de vidéos sur les réseaux. Et donc notre communauté voulait savoir ce qui est montré sur les réseaux avec les vidéos de mange ta skincare, etc. Toi, en tant qu'experte naturopathe, est-ce que tu vois des choses qui sont fausses, ou en tout cas des fausses informations qui sont transmises à notre communauté qu'est-ce que tu peux... plutôt leur conseiller, même si toi, tu as des comptes ou si tu as des choses que tu peux leur conseiller pour apprendre au mieux sur cette tendance de mange ta skincare. Oui, totalement. Alors, je pense qu'on voit quand même beaucoup de bonnes choses, honnêtement, sur les réseaux sociaux. Donc, manger des petits poissons gras, des carottes, des choses comme ça. Je donne beaucoup de conseils aussi sur mes réseaux. Mais il y a quelque chose que je vois quand même assez souvent. Ça va être les jus détox. Alors oui, ça va apporter des minéraux, des antioxydants, etc. Mais souvent, en fait, c'est bourré de sucre. Parce qu'on va prendre les fruits, mais on va extraire le jus. Donc, on va avoir seulement les minéraux, bien sûr, mais seulement le sucre. On ne va plus avoir les fibres. Donc, au final, c'est comme manger... j'exagère, hein, mais c'est comme manger une cuillère de sucre. Et ça, au final, à long terme, pour la peau, ce n'est pas du tout bénéfique.
Donc ça, je le recommanderais pas, je suivrai pas ce conseil en tout cas. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup, ça, les jus Oui. détox. À part si c'est des jus plus à base de légumes, ok. Parce que c'est moins sucré, mais les jus à base de fruits, souvent plein d'oranges, des choses comme ça, ça pas tous les jours en tout cas. Et moi j'ai une question. Oui. Si on mange une carotte par jour par exemple, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le teint ou est-ce que c'est un mythe à déconstruire? Non, alors en fait dans la carotte on a du bêta-carotène et en fait je sais pas si je l'ai expliqué au début, mais la circulation sanguine elle passe dans le derme. En fait le derme c'est la seconde couche de la peau, donc la première c'est l'épiderme, là on va mettre les crèmes. Et la deuxième, c'est le derme. Donc, c'est très grossier encore une fois, mais si le bêta-carotène va dans la circulation sanguine, le derme, pour construire les cellules, va piocher dans la circulation sanguine. Et donc, oui, on va avoir un teint plus... Allez, ça, c'est vrai. Et parce que j'avais vu sur les réseaux, justement, une fille qui disait qu'elle allait manger des carottes tout le temps et qu'elle s'était retrouvée avec les mains oranges. C'est pas impossible. Après, il faut en consommer quand même beaucoup, tous les jours. Bah, je pense qu'elle en mangeait beaucoup chaque jour, tu vois. Mais je me suis dit, bon, si ça avait pareil sur le teint, je sais pas, mais elle avait vraiment les mains oranges, mais juste la pomme des mains, tu vois. C'était hyper... ça, c'est qui tout surprenant, par contre. Oui. Mais non, ça marche vraiment, par contre. Ma mère a dit que ça rendait aimable aussi, alors je vais vais faire une ça. Aussi, oui. Du coup, tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement, tu ne conseillais pas forcément des crèmes au collagène, oui. Mais que la beauté par l'intérieur pouvait aussi être complémentaire et donc pas forcément remplacer les soins cosmétiques, mais être complémentaire avec ça. Est-ce qu'il y a aussi des actifs donc, que tu as dans la nutrition que toi aussi tu peux conseiller à des personnes que tu accompagnes qui ont des problématiques de peau plus qu'autre chose, où tu peux leur dire bah ok cet aliment-là peut être complémentaire avec tel actif dans une crème. Bien sûr. Tu vois, est-ce que tu as aussi cette connaissance un peu beauté que tu peux conseiller aux personnes que tu accompagnes? Oui, totalement. Alors déjà, la première chose, juste pour rétablir un peu ça, je l'ai vu parfois sur les réseaux sociaux, mais plus aux États-Unis. Non, le fait de se mettre, par exemple, je sais pas, du citron pour la peau, pour la vitamine C, ça, non. Surtout au soleil, c'est vrai. Ça crame la peau, quoi. Oui. Mais par contre, associer, par exemple, une alimentation riche en vitamine C avec des crèmes à la vitamine C pour réduire que ce soit les taches ou avoir un plus beau teint, ça, complètement. Et ça va avoir un effet amplifié, oui. Ok. Ça, complètement. Mais donc, tu conseilles quand même d'avoir... typiquement, on en parlait tout à l'heure quand on était en train de se faire maquiller, mais si tu mets... t'as une routine skincare qui est très basique mais qui te convient, pour avoir une belle peau, c'est quand même le plus important, c'est quand même de prendre soin de soi de l'intérieur. Honnêtement, en fait, par exemple, si on mange très très mal mais qu'on met, je sais pas, une crème très très chère, ça va pas fonctionner. À part si on a la chance, on peut avoir une bonne génétique, etc. Mais par contre, si on mange bien mais qu'on met une crème très très basique, la peau va quand même être jolie. Donc en premier l'intérieur, et après l'extérieur. Encore une fois, l'histoire de la maison avec la peinture et les fondations. Après tout ce qu'on s'est dit, on peut peut-être résumer toute cette problématique à comment trouver le bon équilibre. Parce que l'idée, c'est pas de se priver, l'idée, c'est quand même de pouvoir continuer à s'amuser avec de la skincare, mais tout en prenant soin de soi à l'intérieur. Selon toi, par quoi on peut commencer? Le premier truc à faire pour toutes les personnes qui nous regardent, qui veulent commencer à prendre soin d'elles, de l'intérieur et de l'extérieur, quelle est la première chose à faire, selon toi? Alors la première chose, en plus on n'en a pas trop parlé, pour moi ce serait vraiment c'est très basique, mais de boire de l'eau. L'hydratation, parce que c'est vrai qu'on a beau manger des oméga 3, des antioxydants, etc. Si on ne s'hydrate pas de l'intérieur, la peau peut être déshydratée. Bah ça, c'en est un par exemple, des crèmes hydratantes, mais boire de l'eau aussi tout au long de la journée. Oui. Après, l'hydratation, ça passe aussi par l'alimentation. Donc avec déjà l'eau qu'il y a dans les aliments et également les minéraux. Mais vraiment la première chose, boire de l'eau. Donc, si on a la peau très sèche par exemple, on peut se tartiner de crème hydratante. Au final, si on passe la journée sans boire comme un chameau, on va continuer à être déshydraté totalement. Okay. En fait, la peau, elle est composée à 65% d'eau. Donc si on ne boit pas d'eau, elle va être déshydratée. Oui. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Oui, la première chose. Et tu conseilles aussi de prendre des électrolytes, par exemple, pour être davantage hydraté? Alors, pas tous les jours, mais par exemple, après le sport, potentiellement, il y a beaucoup un petit peu la mode des sports dans des salles très chaudes où on va beaucoup transpirer. Ouais. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas, ou si on part en vacances au soleil, mais pas tous les jours. Ok. Et juste pour rassurer peut-être aussi, parce qu'il me semble que je connais déjà la réponse, est-ce que la perfection alimentaire est nécessaire? Non, pas du tout. Au contraire, si ça devient une charge mentale,
en fait, ça sert à rien. Il faut vraiment pouvoir tenir dans la durée. Ce qu'on disait tout à Et l'heure. c'est pas nécessaire d'être parfait du tout. Trop bien. Et je pense que pour presque terminer cet épisode, on aura une dernière question à la fin. Est-ce que tu aurais un panier idéal spécial pour la peau, pour avoir un teint glowy, hydraté, etc., qu'on peut partager à nos auditeurs et nos auditrices pour qu'elles puissent aller faire leur petite course avec les aliments parfaits pour avoir une peau presque parfaite? Alors déjà des oméga 3, donc avec des sardines et des maquereaux, également des protéines comme les œufs. Ok, donc poissonnier. Oui. Et ensuite Ensuite, tout ce qui est antioxydant, on le voit beaucoup ça, manger l'arc-en-ciel, c'est vrai. Donc des carottes, des Manger oranges, l'arc-en-ciel. des betteraves, vraiment des aliments colorés. Ok. Ça, super important. Ensuite, des fibres. Donc, on va les avoir par exemple dans les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, des choses comme ça. Ensuite, on peut avoir potentiellement des herbes ou épices, par exemple le curcuma. Ça, Oui, ça peut mais je être, l'ai beaucoup vu ça oui, sur les réseaux. Ça peut être super, toujours à associer avec du poivre noir Ok. et avec de l'huile d'olive si possible. Ok. L'huile d'olive aussi, ça c'est super. L'huile d'olive de qualité. Les bonnes graisses, donc aussi. Oui, les bonnes graisses, les avocats également. Et sinon, potentiellement, du thé, par exemple, du thé matcha riche en antioxydants. Ça peut Oui, être c'est vrai que super. ça, on le voit pas mal pour la peau, Oui. les cheveux et tout. Ça marche vraiment. Trop bien. Bah, c'est un beau Et, panier en tous les oui, cas. voilà. Exactement. Donc pour la question de la fin, comme tu le sais, le podcast s'appelle B comme beauté. Oui. Et on voulait te poser la question qu'on va poser à tous nos invités sur ce podcast, qui est quel est ton B à toi, c'est-à-dire celui qui représente le mieux ta vision de la beauté aujourd'hui et surtout de ta vision entre la nutrition et la skincare dont on a parlé pendant cet épisode. Alors moi, ce à quoi j'avais pensé, c'était vraiment en fait le mot beauté dans l'assiette. Parce qu'en fait, je trouve que plus mon assiette elle est jolie, elle va me donner envie. Et en fait, je sais qu'elle va rendre ma peau jolie, me donner de la vitalité et me faire me sentir bien. Ah, j'adore. Ouais, comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, manger l'arc-en-ciel. Manger l'arc-en-ciel et trouver de la beauté dans son assiette, pour avoir envie de la manger. Pour avoir envie de la manger, exactement. Ça, c'est super important. Les belles assiettes aussi, pour moi, si c'est pas beau, ça donne pas envie. Non, pas du tout. Trop bien, génial. Merci énormément, Justine, merci pour cet échange. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de B comme beauté. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous. Vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer. Vous pouvez retrouver des extraits et nous suivre aussi sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et puis voilà, et puis comme ça, on pourra continuer la conversation. Exactement. Et n'hésitez pas à nous proposer des invités, à nous poser des questions sur la communauté disponible sur blissim.fr. Encore un grand merci, Justine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est ravis, on a appris beaucoup de choses. Avec plaisir, merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous.